Merci beaucoup Vincenzo, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, je vais présenter une communication que j'ai intitulée effectivement « Penser les écrans et les esprits, l'avenir de l'attention dans le milieu numérique ». Et donc, en fait, cette réflexion, elle est issue en partie d'un rapport qui a été publié par le Conseil national du numérique que j'ai copiloté, disons, qui portait sur la question de l'économie de l'attention. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'économie de l'attention, c'est tout simplement le fait qu'un certain nombre de plateformes ou de réseaux sociaux utilise un certain nombre de techniques qui ont pour vocation de capter l'attention des utilisateurs pour les faire rester le plus longtemps possible devant leurs écrans afin de tout simplement revendre leurs attentions à des entreprises pour qu'elles diffusent des messages publicitaires. Et donc c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de recherches ces derniers temps. Je ne vais pas parler directement de cette question, mais je vais essayer simplement de reprendre un peu cette problématique et puis, comment dire, de la mettre en lien avec un certain nombre de réflexions qui ont eu lieu au cours de l'histoire de la philosophie, qui portaient évidemment pas sur la question des technologies numériques, mais qui portaient sur d'autres supports de savoir, d'autres supports de mémoire, et qui s'interrogeaient justement sur la manière dont ces évolutions technologiques transforment nos capacités psychiques, transforment nos vies intérieures, nos vies mentales, on pourrait dire. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, donc alors, pardon, excusez-moi, je ne me repère pas très bien dans mes images parce que je vais essayer de faire au mieux. Donc, tout simplement, pour commencer, tout bêtement, donc si on parle d'économie de l'attention, il faut d'abord savoir un petit peu ce qu'on entend par attention, tout simplement. Donc, l'attention, dans ce rapport, hein, nous, on l'avait défini par... on avait donné une double définition en fait de l'attention. Donc tout d'abord une capacité psychique ou une capacité mentale qui est en fait la capacité à se concentrer sur un objet, hein, à focaliser son attention sur un contenu, sur un discours, sur un film, sur un morceau de musique, etc. Donc une capacité psychique tout d'abord. On dit en ce sens hein, être attentif à quelque chose. Et puis, on avait insisté sur une autre définition, peut-être un peu moins courante, qui est la dimension sociale de l'attention. C'est-à-dire que faire attention, c'est aussi être capable, tout simplement, de prendre soin de ceux qui nous entourent. Donc, c'est une capacité, disons, qui relève plutôt moins de la concentration, de la focalisation, mais plutôt de la socialité, de la civilité, de la sollicitude. Et en ce sens, on dit être attentionné. Hein. Donc, dans la langue, si vous voulez, il y a deux adjectifs qui correspondent à cette notion d'attention. Être attentif, être capable de se concentrer, être attentionné, être capable de prendre soin de ceux qui nous entourent. Donc l'attention, en ce sens, elle est à la fois au fondement de nos capacités individuelles de penser et puis aussi de nos capacités collectives à vivre ensemble. Donc en ce sens, hein, l'attention, elle est toujours à la fois psychique et sociale. Alors dire que l'attention, elle est toujours à la fois psychique et sociale, c'est aussi dire, de manière implicite, hein, que l'attention, ce n'est pas une propriété génétique ou neuronale, en tout cas pas seulement, ou cérébrale si vous voulez, hein, mais donc elle n'est pas inscrite dans les gènes ou dans le cerveau ou dans les neurones, hein, mais elle doit être formée. Elle doit être formée au cours d'un processus qui est un processus social qu'on appelle souvent l'éducation. Et à l'inverse, hein, ou réciproquement, elle peut toujours aussi être déformée, et en particulier quand les environnements médiatiques quotidiens sont conçus justement sur un principe qui consiste à exploiter les attentions des individus. Donc le troisième point important hein, sur cette question de l'attention, sur lequel nous avons essayé d'insister aussi dans ce rapport, c'est le fait que donc ces attentions, eh bien, elles se forment, elles se déforment, elles se transforment en fait en fonction des environnements techniques et symboliques qui nous entourent, en fonction en fait des environnements médiatiques qui nous entourent. Donc les capacités attentionnelles, c'est-à-dire les capacités de se souvenir, les capacités de percevoir, les capacités de se projeter, eh bien, elles évoluent en même temps, disons, que les environnements médiatiques. Donc ça veut dire tout simplement hein,
que vous n'allez pas avoir le même rapport au passé à l'époque des manuscrits, par exemple, ou bien à l'époque de la photographie, hein, qui va vous permettre de retenir toutes sortes de moments. Vous n'allez pas avoir le même rapport au présent ou à l'actualité à l'époque de la presse, ou bien à l'époque de la télévision et de l'actualité en temps réel. Et vous n'allez pas avoir le même rapport à l'avenir, les mêmes facultés d'imagination à l'époque, par exemple, des premiers films cinématographiques ou à l'époque des films actuels. En fait, vos capacités imaginatives, hein, elles vont se transformer en fonction des dispositifs techniques qui vous véhiculent des images. Donc, en fonction des supports matériels, autrement dit, hein, eh bien, nous ne nous souvenons pas de la même manière, nous ne percevons pas le présent de la même manière et nous n'envisageons pas l'avenir de la même manière. C'était ça un petit peu le point de départ de nos réflexions sur l'attention. Et en fait, cette idée, hein, selon laquelle donc, nos consciences, nos attentions, elles se transforment en fonction de nos milieux techniques et symboliques, c'est une idée qui a été thématisée par donc un philosophe français que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Bernard Stiegler, qui a enseigné ici pendant un certain temps, et qui donc a écrit un livre qui s'appelle La technique et le temps. Et dans ce livre, donc, il écrivait la chose suivante, hein, qui résume un petit peu ce que je viens de dire précédemment. Il écrivait donc « L'évolution technologique poursuivra un processus de transformation profonde de l'activité même de la conscience, car la conscience est temporelle ». Donc la conscience est temporelle puisque être conscient, c'est être capable de se souvenir, de percevoir le présent et d'anticiper l'avenir. Hein. En ce sens, quand nous sommes des êtres conscients, nous sommes des êtres qui sont dans le temps, si vous voulez. Nous sommes des êtres temporels. Donc la conscience est temporelle, hein, elle ne cesse de s'écouler, mais elle est temporelle aussi au sens où sa forme est historique et évolutive, au sens où elle n'est pas un donné éternel. Autrement dit, la conscience, les formes de conscience, les régimes de conscience, les régimes attentionnels évoluent en fonction des environnements médiatiques, hein, tout simplement. Donc cela, en fait, signifie, quand on y réfléchit un petit peu plus à cette idée, hein, on peut en tirer une conclusion qui consiste à dire que finalement, ces environnements médiatiques qui nous entourent, si vous voulez, ces supports matériels et techniques qui nous entourent, ce ne sont pas seulement des objets dont on peut faire l'expérience. Et ce ne sont pas seulement des objets d'expérience pour nous. Ce sont aussi les conditions de notre expérience. Ce ne sont pas seulement des objets qui se situent dans une temporalité donnée ou dans un espace donné. Ce sont aussi des objets qui conditionnent nos rapports au temps et nos rapports à l'espace. D'accord ? Donc ça, c'est la grande idée, si vous voulez, qui a été thématisée par Bernard Stiegler. Hein. C'est l'idée selon laquelle les supports techniques, et en particulier les supports médiatiques, hein, donc les supports de mémoire, les supports de savoir, les supports de symboles, ne sont pas seulement des objets de conscience, ils ne sont pas seulement situés dans l'espace et dans le temps, hein, on ne peut pas simplement s'y rapporter comme ça objectivement, parce qu'en fait, ils conditionnent nos manières de sentir le temps, de percevoir l'espace, nos manières d'être au monde, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Stiegler avait pour habitude de dire que nous sommes dans nos milieux techniques comme des poissons dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire qu'un poisson, quand il est dans l'eau, hein, quand il vit dans l'eau, il voit dans l'eau, mais il n'a pas conscience de l'eau, si vous voulez. L'eau, il ne peut pas la voir ou la vivre, puisque c'est son milieu, c'est ce qui le conditionne. Donc, par définition, hein, c'est ce qui lui permet de vivre et de voir, et donc il ne peut pas le vivre et le voir en tant que tel. Et donc, Stiegler faisait cette analogie, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, qu'on pourrait discuter, mais qui est intéressante, qui consistait à dire que nous sommes dans nos milieux techniques de la même manière que ces poissons. Nous ne voyons pas d'emblée nos milieux techniques, puisque ce sont ceux qui nous permettent de voir. Nous n'en faisons pas directement l'expérience, puisque c'est ce qui conditionne nos expériences. Hein. Et en ce sens, Stiegler invitait à faire l'expérience donc voilà, ça c'était pour vous montrer en fait le milieu, d'une certaine manière, le milieu technique dans lequel nous vivons d'emblée, en quelque sorte. Hein. Là, on voit bien sur ces images qui sont des images promotionnelles en fait pour les Smart Cities, mais on voit bien que la technique constitue un milieu en fait, hein, tout simplement, et non pas seulement un objet dont on pourrait se servir et faire tel ou tel usage. Et donc, Stiegler nous invitait en fait à faire l'expérience d'un poisson volant, c'est-à-dire un poisson qui va sortir de son milieu pour essayer d'observer son milieu de l'extérieur, d'une certaine manière. Hein. Donc l'idée, c'était simplement de se dire que, pour penser un petit peu ces effets du milieu technique, il faut essayer de prendre un petit peu de recul, hein, et de réfléchir aux effets qu'ont ces milieux techniques sur nos capacités psychiques. Hein. Et donc, il s'agissait un peu de sortir, si vous voulez, du milieu artificiel pour pouvoir mieux observer ce milieu artificiel.
Et cette expérience, en fait, elle ressemble étrangement à une expérience qui est décrite dès les origines de la philosophie, qui est l'expérience du philosophe qui sort de la caverne. Donc, je ne sais pas si vous avez le souvenir de cette allégorie de la caverne de Platon que vous avez peut-être étudiée en terminale. Pour ceux qui ne l'ont pas en tête, vous avez en fait l'allégorie de la caverne, elle raconte la chose suivante. Vous avez des prisonniers qui sont donc dans cette caverne, ils sont, vous voyez, immobilisés, attachés par le cou, explique Platon. Et en fait, ils sont là depuis leur enfance, en fait. Depuis qu'ils sont nés, ils ne sont jamais sortis. Et ils regardent un mur sur lequel on leur projette des images. Sauf que comme ils n'ont jamais bougé, qu'ils ne sont jamais sortis, eh bien, ils croient bien évidemment que les images qu'ils voient sont les images réelles, entre guillemets. Et en fait, Platon va expliquer que le philosophe, enfin celui qu'il décrit comme le philosophe, eh bien, il doit faire un chemin, il doit sortir de la caverne, si vous voulez, pour observer de l'extérieur, pour sortir. Donc, Platon va nous dire pour observer la lumière véritable du soleil, etc. En fait, surtout, il doit sortir de son milieu pour se rendre compte que finalement, ce qu'il croyait être la réalité était d'une certaine manière un artifice qu'on lui projetait devant les yeux, mais qui n'était pas le monde réel. Et comme vous le remarquez peut-être, ce dispositif de la caverne, selon lequel vous avez un ensemble de personnes qui est assise dans l'obscurité, immobile, qui regarde un écran sur lequel leur est projeté des images, il fait évidemment beaucoup penser. Il a été comparé à de multiples reprises à une salle de cinéma, tout simplement. Où vous avez de même une source lumineuse derrière les spectateurs qui sont immobiles dans l'obscurité face à un écran. Il a été aussi comparé à d'autres types d'écrans, notamment aux écrans de télévision. Et plus généralement, en fait, cette allégorie, elle décrit pas un dispositif particulier, en fait, mais elle décrit tout simplement la fascination que peuvent exercer sur nos esprits les images, quelles qu'elles soient, des images picturales, des images cinématographiques, des images photographiques, des images télévisuelles et évidemment des images numériques qui émanent des écrans de nos smartphones et parfois qui nous tiennent captifs. En particulier sur les smartphones avec une technique spécifique que vous avez. Donc ça, si vous voulez, c'est une manière aussi de penser la caverne de Platon. Bon, voilà, je ne développe pas parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Mais donc, vous avez peut-être remarqué que ces images qui défilent sur les écrans de nos smartphones, elles nous tiennent parfois captifs, et en particulier quand nous sommes face à ce dispositif qui s'appelle le défilement infini en français, qui permet en fait aux utilisateurs donc, de faire défiler toutes sortes de vidéos, d'images diverses et variées sur leurs écrans, sans qu'ils aient besoin donc, de changer de page ou de réactualiser la page ou d'appuyer sur aucun bouton. Et donc ça, effectivement, c'est une fonctionnalité technique en fait, qui a été développée par un designer, un entrepreneur, un spécialiste de ce qu'on appelle les interactions homme-machine, qui a développé donc cette fonctionnalité du défilement infini, et puis qui s'est rendu compte après coup, tout simplement, qu'elle avait un certain potentiel nocif, puisqu'en fait elle créait potentiellement de l'addiction et qu'elle allait d'une certaine manière capter les attentions des individus et que ces attentions en fait allaient pouvoir être revendues par les entreprises qui possèdent les plateformes à toutes sortes de publicitaires. Et donc c'est la raison pour laquelle ce designer, qui est donc à l'origine de la création de cette fonctionnalité, a fondé après coup ce qu'il a appelé le Center for Human Technology, qui a pour vocation justement cette fois de réfléchir en fait au design numérique, aux fonctionnalités numériques à partir des effets qu'elles peuvent avoir sur les consciences des utilisateurs. Et donc en soutenant que cette conception, cette activité de design, elle pose un certain nombre de questions éthiques voilà, et qu'elle peut avoir, si elle est, disons, d'une certaine manière, si elle n'est pas pratiquée avec un certain nombre de précautions, eh bien, elle peut avoir des effets dangereux à la fois sur les attentions individuelles, mais aussi sur les attentions sociales. Donc, vous voyez ici à l'écran une campagne de prévention en Allemagne qui
Donc ce qui est écrit ici en allemand, c'est, je traduis, hein, je ne parle pas allemand en tout cas, mais vous confirmerez s'il y a des germanistes dans la salle. Donc c'est écrit « Avez-vous parlé à votre enfant aujourd'hui » hein. Donc c'est une campagne de prévention qui essaye de lutter contre les effets potentiellement dangereux des écrans pour les attentions familiales ici, mais sociales plus généralement. Donc en fait, ce qui est en jeu hein, à travers ces questions, finalement, c'est la dimension toujours ambivalente de ces supports techniques, puisque les réseaux sociaux, ce sont évidemment, par exemple, des technologies qui vont nous permettre de nous relier les uns aux autres à des distances parfois immenses, mais en même temps qui risquent toujours de nous faire oublier ceux qui sont à nos côtés, hein, donc, et puis qui impliquent aussi des dispositifs de contrôle. Donc, ce qui nous permet de nous relier, en même temps nous sépare, si vous voulez. Donc, ces technologies sont intrinsèquement ambivalentes. C'est aussi ce qu'on a constaté, hein, ce qui a été remarqué à de multiples reprises, concernant le web en général, hein, puisque un dispositif comme Wikipédia, par exemple, a permis l'accès démultiplié au savoir, hein, a permis aussi des processus, disons, de construction collective, contributive ou collaborative de savoir extrêmement intéressant, a permis de diffuser toutes sortes de savoirs dans toutes sortes d'endroits différents. Mais en même temps, le web ou Internet a aussi rendu possible des phénomènes d'infodémie hein, ou de surcharge informationnelle qui sont reconnus aujourd'hui comme des problèmes de santé publique, comme le montre cet article de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une très forte ambivalence en fait de ces supports technologiques numériques qui peuvent ou bien augmenter nos capacités psychiques et nos relations collectives, hein, ou bien, à l'inverse, détruire nos capacités psychiques et court-circuiter nos relations collectives. Donc la technologie a toujours cette dimension ambivalente, et en fait, cette dimension ambivalente de ces supports techniques, eh bien, encore une fois, hein, elle n'est pas très nouvelle, elle avait déjà été soulignée par Platon, toujours lui, hein, dans un autre livre, cette fois-ci c'est plus La République mais c'est le Phèdre, dans lequel Platon étudiait en fait la nouvelle technologie de son époque, en fait, hein, ce qu'on n'appelait pas du tout à l'époque une technologie de l'information et de la communication, mais en fait c'était l'équivalent, et à son époque cette nouvelle technologie c'était pas du tout le numérique, mais c'était l'écriture alphabétique tout simplement, hein, et donc dans le Phèdre en fait, eh bien Platon rappelait, si vous voulez, le mythe égyptien de l'origine de l'écriture. C'est pour ça que je vous ai mis une image du dieu égyptien qui est l'inventeur de l'écriture. Et donc ce dieu égyptien, en fait, arrive, dans le mythe que raconte Platon, ce dieu égyptien arrive vers le roi des Égyptiens pour lui présenter son invention, donc l'invention de l'écriture, et pour, en fait, en quelque sorte, faire l'éloge de cette invention. Et le roi va émettre un certain nombre de nuances par rapport au pouvoir de l'écriture. Donc, je vais vous lire le passage hein, pour expliquer ça. Donc, Thoth, qui est donc l'inventeur de l'écriture, arrive vers le roi des Égyptiens et lui dit « Cette science, donc l'écriture, hein, cette technique ou cette science de l'écriture va rendre les Égyptiens beaucoup plus savants et va faciliter l'art de se souvenir, car, dit-il, j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. » Donc, autrement dit, on va pouvoir conserver, grâce à l'écriture, énormément de connaissances, énormément d'informations, hein, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de connaissances qu'on le pourrait si on se reposait sur nos simples cerveaux ou sur nos mémoires individuelles, si vous voulez. Et le roi lui répond, bon, je ne vais peut-être pas lire toute la réponse, mais le roi lui répond tout simplement, c'est très ingénieux, c'est très intéressant, mais le problème, c'est que quand les citoyens égyptiens auront déposé tout leur savoir, toutes leurs connaissances dans ces supports écrits, eh bien, ils ne feront plus l'effort de se rappeler par eux-mêmes, ils ne feront plus l'effort de se remémorer par eux-mêmes, autrement dit, ils n'exerceront plus leur capacité mémorielle. Et en fait, en plus, hein, ils croiront qu'ils ont beaucoup appris, qu'ils savent beaucoup de choses, ils s'imagineront devenus très savants, hein, c'est la fin de la citation, et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires au lieu de vrais savants. Autrement dit, finalement, ils se fieront à une connaissance figée dans la technique de l'écriture qu'ils ne se remémorent pas par eux-mêmes, donc qu'ils n'interprètent pas par eux-mêmes, qu'ils ne singularisent pas, et qui, en fait, en ce sens, n'est pas un véritable savoir, selon Platon en tout cas. Donc ce texte a été commenté par un philosophe qui s'appelle... alors bon, non, ça, cette image, c'était pour vous dire qu'on a eu beaucoup de débats
qui reprenait ce texte de Platon et qui appliquait ce raisonnement avec les technologies numériques en disant attention, on va pouvoir stocker de plus en plus de connaissances, mais en même temps, attention, les individus ne vont plus pratiquer leur capacité de mémoire, leur capacité de réflexion, parce qu'ils vont se reposer sur ces connaissances stockées sur Internet. Et donc ce texte de Platon et ce raisonnement a été d'une certaine manière repris, réinterprété par donc un philosophe contemporain qui s'appelle Jacques Derrida, qui a lui-même beaucoup influencé Bernard Stiegler, et donc qui insistait sur ce qu'il appelait la dimension pharmacologique de l'écriture alphabétique. Alors pharmacologique, pourquoi? Parce que dans le texte grec, je ne sais pas si vous avez remarqué là, en fait, le terme qui est utilisé pour décrire l'écriture, c'est le terme de pharmakon, qui veut dire, en fait, en grec, et c'est là-dessus que insiste Jacques Derrida, ce terme veut dire à la fois le remède et le poison. Il veut dire les deux choses, en fait. Donc c'est pour ça que Derrida va dire qu'il est extrêmement difficile de traduire ce terme, parce qu'on n'a pas de terme équivalent en français, notamment. Soit on va traduire le terme par remède, mais dans ce cas-là, on va nier la dimension potentiellement toxique du remède, soit on va le traduire par poison, mais dans ce cas-là, on va nier la dimension potentiellement curative du poison. Donc, en fait, voilà, ce que Derrida écrit ici, c'est qu'il n'y a pas de remède inoffensif. Le remède risque toujours d'avoir des effets toxiques, mais qu'en même temps, le poison lui-même peut avoir des effets curatifs. Autrement dit, donc le point important ici, c'est de remarquer voilà, cette ambiguïté intrinsèque à la technique de l'écriture et qui va être d'une certaine manière un caractère qui va caractériser, si je puis dire, différents types d'écriture, jusqu'à l'écriture numérique, mais disons différents types de technologies d'enregistrement. On va le voir par la suite. Donc à la fois le fait que ces technologies peuvent augmenter nos mémoires et en même temps qu'elles peuvent les détruire, elles peuvent permettre une circulation et un partage des savoirs, mais en même temps, elles peuvent aussi permettre à certains de s'approprier ces savoirs pour manipuler les esprits. Parce qu'en fait, ce qui est derrière les réflexions de Platon, si vous voulez, sur le pharmakon, c'est la question de la sophistique, et c'est le fait que l'écriture, tout simplement, c'est une technique qui va aussi permettre aux sophistes de développer toutes sortes d'arguments rhétoriques et de manipuler les esprits des citoyens, tout simplement, parce que donc, les sophistes, ce sont des personnes qui se caractérisent par le fait de savoir très très bien parler, de manière tout à fait logique et argumentée, mais qui racontent n'importe quoi, en fait. Ils peuvent raconter tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour la vérité en tant que telle. Donc ce qui les intéresse, en fait, eux, c'est de faire des beaux discours, que ces discours soient vrais ou faux. Ils peuvent prouver une chose, puis prouver son contraire ensuite. C'est pas du tout leur problème. Leur problème, c'est de faire des beaux discours et de donner à ceux qui les écoutent l'impression que tout est facile à comprendre, mais néanmoins de ne pas faire penser leurs auditeurs par eux-mêmes, ce qui fait que les auditeurs vont toujours avoir besoin des sophistes, en fait. Et les sophistes se caractérisent, selon Platon, comme étant des personnes qui vendent leurs connaissances. Donc ça les arrange bien que les citoyens aient toujours besoin d'eux, puisque ils peuvent du coup en tirer profit, évidemment, en captant leurs attentions. Et d'une certaine manière, c'est un phénomène qui à une toute autre échelle et de manière tout à fait différente, mais se reproduit un petit peu avec l'invention et le développement de ce qu'on appelle les technologies persuasives, qui sont en fait des technologies extrêmement ergonomiques et intuitives, donc qui nous permettent en fait de naviguer sur nos écrans, nos instruments numériques de manière très facile, en nous donnant l'impression qu'on n'a aucun effort à faire, mais néanmoins ces technologies captent nos attentions et puis revendent nos attentions. Donc on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que tout est gratuit et tout est facile. Et en fait, on est en train, évidemment, d'alimenter les profits de ceux qui ont conçu et lancé ces technologies sur le marché. Mais avant d'en venir vraiment à cette question des technologies numériques, en fait, j'aimerais remonter un tout petit peu dans l'histoire de ces supports de mémoire, en fait, et puis pour essayer de vous montrer tout simplement que ce problème, il a été thématisé de différentes manières selon justement les supports techniques, les supports matériels, les supports symboliques qui se sont évidemment beaucoup transformés au cours du temps. Mais en fait, voilà, ça c'était le côté parfois addictif de ces technologies qui est très bien montré dans une série
que vous pouvez regarder sur Internet qui s'appelle Dopamine, qui montre comment en fait ces technologies sont conçues à travers des études très précises du fonctionnement de nos cerveaux et donc qui stimulent un certain nombre de processus neuronaux et cérébraux qui nous conduisent à avoir des pratiques potentiellement addictives. Mais donc, comme je le disais, en fait, cette ambivalence des supports techniques de mémoire, elle concerne bien plus largement tous les supports techniques de mémoire et pas seulement l'écriture décrite par Platon ou les technologies numériques qu'on connaît aujourd'hui, puisque on sait que l'écriture a aussi permis le développement de toutes sortes de facultés cognitives, de raisonnement logique, que c'est une technique en fait qui a permis par exemple de faire des listes, de faire des tableaux, donc de développer des nouvelles manières de penser et de raisonner. L'écriture, c'est aussi ce qui vous permet de spatialiser un discours oral et donc de l'analyser, de comparer le début, la fin, d'analyser la structure argumentative, toutes sortes de capacités mentales ou psychiques ou cognitives qui n'auraient jamais pu voir le jour en fait sans l'écriture. Mais en même temps, elle comporte toujours un risque, cette écriture, c'est que vous vous reposiez finalement sur ce que vous lisiez pour penser, que vous ne pensiez pas par vous-même. Et c'est ce que disait Kant quand il parlait du livre, en disant que finalement le livre permet, l'imprimerie et la diffusion des livres permet évidemment aux citoyens d'exprimer leurs opinions, de faire circuler les savoirs, mais en même temps, écrit Kant, si j'ai un livre pour me tenir lieu d'entendement, un directeur pour ma conscience, un médecin pour mon régime, je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même, je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer, encore une fois, pourvu que je puisse payer quelqu'un qui pensera à ma place. Et en fait, ce raisonnement, on le retrouve aussi, cette ambivalence plutôt du support de mémoire, on le retrouve aussi pour le support de mémoire photographique. Donc ça, ce sont deux textes, un texte de Walter Benjamin et un texte de André Bazin sur la question de l'image photographique, qui explique en fait que l'image photographique a rendu un nouveau type d'accès au passé, puisque grâce à la photographie, vous pouvez vous souvenir de comment un endroit ou une personne a vraiment été. C'était impossible avant, parce qu'à travers la peinture, en fait, vous voyez toujours le passé à travers l'interprétation subjective de celui qui a peint, alors que la photographie, justement, a une certaine objectivité. C'est pour ça qu'on parle d'un objectif photographique, pour désigner la partie de l'appareil photographique. Donc la photographie donne un accès objectif au passé, et en ce sens, elle rend possible une nouvelle manière de se souvenir du passé. Donc c'est en ce sens une technologie qui va augmenter notre mémoire, nos facultés psychiques. Par exemple, vous pouvez voir des photos d'André Bazin, mais vous ne pouvez pas voir des photos de Socrate, c'est impossible. Donc, vous pouvez accéder à l'image d'André Bazin de manière tout à fait différente de la manière dont vous accédez à l'image de Socrate. Socrate tel qu'il a vraiment été, d'une certaine manière, vous ne pourrez jamais le voir. Mais en même temps, cette technique photographique, ça c'est ce que décrit un autre philosophe qui s'appelle Günther Anders, eh bien, cette technique photographique, elle peut aussi court-circuiter, je dirais, nos facultés de remémoration. Donc Anders écrit la chose suivante: le rapport à la photographie, il est ambigu, donc encore une fois, c'est cette idée d'ambivalence. D'un côté, les photos nous font nous souvenir, mais de l'autre, et c'est le plus important pour lui, les souvenirs devenus choses appauvrissent le souvenir comme disposition affective, comme activité de remémoration, et finissent par se substituer à lui. Donc c'est l'idée, si vous voulez, l'expérience qu'on a tous faite, que quand on part en vacances une semaine et qu'on prend des photos, finalement ce qui reste le plus ancré dans notre mémoire, ce sont les moments qui ont été pris en photo, mais évidemment le reste, on a tendance à l'oublier. Et puis la deuxième chose sur laquelle insiste Günther Anders, c'est le fait que le médium de la photographie en tant que tel, si digne de confiance, parce qu'il est objectif justement, si objectif, il est si objectif qu'il peut digérer plus de non-vérité, mentir davantage que n'importe quel autre médium avant lui. Donc ça veut dire tout simplement que une photographie falsifiée, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué, si vous voulez, de déceler que vous n'avez pas accès à ce qui s'est véritablement passé, puisque la photographie semble objective. Donc il y a une possibilité en fait de falsification qui est augmentée par l'objectivité même de la photographie. Donc c'est là où on voit bien la dimension ambivalente. C'est la même propriété de la photographie, son caractère objectif, qui à la fois augmente la mémoire et qui en même temps peut tromper, évidemment.
Et bien sûr, hein, on retrouve ces mêmes questions dans le cas du cinéma, hein, puisque le cinéma va être évidemment une invention artistique incroyable qui va permettre à toutes sortes de cinéastes de faire rêver leur public, hein, de leur faire du bien, comme le dit ici François Truffaut, hein, je fais des films pour faire du bien aux autres, donc il y a une dimension de soin inhérente à la pratique artistique du cinéma, mais en même temps, hein, et bien sûr, le cinéma a été critiqué aussi en tant que production industrielle d'images qui allait, soi-disant, hein, en tout cas selon Adorno et Horkheimer dans ce texte, qui allait court-circuiter la faculté d'imagination. Hein, parce que quand vous regardez un film, bien sûr, ce n'est plus à vous d'imaginer les images et les sons. Hein, c'est pas comme quand vous lisez un roman, c'est vous qui imaginez à quoi ressemblent les personnages, etc. etc. Donc votre imagination s'active. Quand vous regardez un film, d'une certaine manière, les images sont produites pour vous. Donc ce n'est plus vous qui imaginez par vous-même, on pourrait dire. Hein, et en ce sens, il n'y a plus de place pour l'imagination, hein, comme ils l'écrivent ici. Et puis, par ailleurs, la critique de Adorno-Horkheimer, hein, qui en fait ne concernait pas les films artistiques ou, disons, l'usage artistique du cinéma, mais plutôt ce qu'ils appelaient les industries culturelles. Hein. Et donc, leur grande critique, en fait, hein, c'était que à travers cette technologie du cinéma, eh bien, les producteurs de films allaient en profiter pour manipuler les consciences des spectateurs en faisant passer des images subliminales, par exemple, ou bien tout simplement en infantilisant leur public. Hein. Adorno écrivait la chose suivante. On peut entendre aujourd'hui en Amérique de la bouche de producteurs cyniques que leurs films doivent tenir compte du niveau intellectuel d'un enfant de 11 ans. Ce faisant, ils se sentent toujours plus incités à faire d'un adulte un enfant de 11 ans. Autrement dit, les producteurs de films auraient intérêt à produire des films avec un rythme toujours plus rapide, toujours plus facile à regarder, un schéma très standardisé, hein, c'est ce qu'explique Adorno, et risqueraient du coup d'infantiliser leur public et de faire régresser en quelque sorte leurs esprits. Et ces risques de standardisation des contenus et d'infantilisation du public, qui étaient pointés donc là dans les années 40 puis dans les années 60 par Adorno, eh bien, évidemment, ils se sont intensifiés avec la télévision, qui a été très vite mise au service de l'audimat et de la publicité. Hein. Donc, vous connaissez peut-être cette citation du directeur de la chaîne de télévision TF1, hein, qui affirmait que son métier consistait à vendre du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola. Hein. Donc il s'agissait tout simplement de dire que finalement les émissions de télévision sont produites afin de capter l'attention des téléspectateurs, afin de les divertir d'une certaine manière, hein, et de rendre leur cerveau disponible, de préparer leur cerveau à recevoir quoi ? À recevoir tout simplement des messages publicitaires. Hein, donc c'est en ce sens, hein, qu'il décrivait son métier. Hein. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. Et d'une certaine manière, cette logique, hein, qui est vraiment la logique pour le coup de l'économie de l'attention qui s'est développée avec la télévision, eh bien, dans une certaine mesure, elle a perduré en fait avec les médias numériques, dans une certaine mesure bien sûr, hein, parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout tous selon cette logique-là, mais elle a perduré par exemple dans le projet du directeur général de la plateforme Netflix, par exemple, hein, qui soutient que son concurrent le plus menaçant, d'une certaine manière, c'est le temps de sommeil des citoyens, des individus. Hein. Donc, l'idée qui est derrière, c'est qu'il faudrait que les individus passent finalement tout leur temps devant ces écrans, y compris leur temps de sommeil, hein, et c'est ce qu'a critiqué un chercheur qui s'appelle Jonathan Crary en soutenant que à l'époque des technologies numériques, eh bien, le temps de sommeil des populations lui-même était visé par donc, le capitalisme ici, mais plus précisément en fait l'économie de l'attention, hein, c'est-à-dire le fait que les temps d'existence des individus, leur temps de conscience, vont devenir des ressources économiques. Voilà, donc et évidemment, hein, il est documenté
aujourd'hui que ces écrans numériques, ces technologies numériques, eh bien, elles ont des effets sur les esprits. Hein. Alors, une chercheuse américaine qui s'appelle Catherine Hales a développé des travaux qui soutiennent en fait que eh bien, l'avènement des technologies numériques et des médias numériques en particulier a transformé les régimes attentionnels. Hein. Donc on est passé d'un régime d'attention profonde, c'est-à-dire la capacité à se concentrer pendant longtemps sur un objet ou un contenu ou une activité, à un régime de hyper-attention, donc c'est-à-dire le fait d'être en permanence diverti, d'avoir une attention, si vous voulez, partagée sur différentes tâches, ce qui, selon elle, n'est pas forcément négatif du tout. Hein. Ce n'est pas forcément un problème. Au contraire, ça peut être très positif d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. En réalité, c'est pas vraiment, il ne s'agit pas du tout de dire que l'attention profonde est bonne et que l'hyper-attention est mauvaise. Ce n'est pas le point. Mais il s'agit de dire que que l'hyperattention n'est pas nécessairement mauvaise, pas du tout, hein, mais que néanmoins qu'elle peut générer des nouveaux types de troubles attentionnels. Et ce que remarque Catherine Hales, en fait, c'est qu'en soi, l'hyperattention, ça peut être un atout pour plein de personnes, et puis néanmoins, ça peut générer un certain nombre de troubles, parce que le problème, ça va être que les individus vont prendre l'habitude d'être sollicités en permanence par diverses sollicitations, divers stimuli, on pourrait dire, de leurs environnements, et ils vont du coup avoir tendance à s'auto-stimuler eux-mêmes. En fait, ça va créer une sorte d'hyperactivité. Ils vont avoir besoin de stimulation en permanence. Et là, l'hyperattention peut dériver vers des troubles potentiellement pathologiques, en fait, qui n'existaient pas avant les médias numériques. Hein. Donc, c'est toujours l'idée de montrer comment nos attentions et nos fonctions cognitives évoluent avec les milieux techniques. Et Bernard Stiegler, lui, a thématisé un autre changement, hein, qui est le fait que ces technologies vont avoir tendance à anticiper à notre place, hein, c'est ce que vous avez par exemple dans ces logiciels d'autocomplétion, à anticiper sur nos attentes, ce qui n'était pas le cas dans le cas des médias précédents, hein, et donc à court-circuiter, si vous voulez, nos désirs, nos attentes, qui sont toujours singuliers, parce qu'ils viennent en fait de nos mémoires, de nos expériences singulières. Donc nous n'attendons pas tous la même chose, nous n'avons pas tous les mêmes projets, nous n'avons pas tous les mêmes désirs, mais en fait des logiciels d'autocomplétion permettent de faire des calculs statistiques sur d'énormes masses de données et de nous suggérer en fait l'attente ou le désir le plus probable. Et à partir de là, on a l'impression que la machine devine notre désir ou notre intention, mais en fait, en général, c'est nous qui nous conformons à la suggestion de la machine. Hein. C'est le même principe dans les suggestions de contenu sur YouTube, par exemple. On a l'impression que le logiciel a deviné quelle vidéo on voulait voir. En réalité, le logiciel a permis que nous suivions sa suggestion, tout simplement, qui est la suggestion la plus probable. Hein. Le logiciel ne lit pas dans nos pensées, évidemment. Il fait des calculs sur toutes les recherches qui ont été faites. Donc, Stiegler décrivait ça comme un processus de production performative des protensions, hein, donc les protensions, c'est nos attentes, c'est ce que nos projets, si vous voulez, et qui risquent de court-circuiter donc les protensions psychiques. Et enfin, évidemment, il y a toutes sortes d'effets potentiellement addictifs à ces nouvelles technologies, voilà, donc, et qui sont liés donc à cette économie de l'attention et à ces technologies persuasives. Et donc, comme je dois finir assez vite, je voulais dire, donc je vais résumer un petit peu ce que je voulais dire pour finir. Donc ce que je voulais dire, c'est que le point, en fait, dans les réflexions de Bernard Stiegler, l'enjeu qui est derrière ces réflexions, c'est de dire que finalement, prendre soin de nos esprits, c'est pas seulement s'intéresser à nos cerveaux, c'est pas seulement s'intéresser à nos psychismes, mais c'est aussi s'intéresser aux milieux techniques, aux milieux médiatiques, symboliques qui nous entourent, pour faire en sorte que ces milieux, justement, ne soient pas destructeurs pour nos attentions, pour nos consciences, pour nos capacités cognitives, mais qu'au contraire, ils servent à les augmenter, à les intensifier. Et ça, c'est évidemment tout à fait possible. Alors, c'est pas les dispositifs numériques dominants, mais un dispositif comme Wikipédia, par exemple, est évidemment un dispositif qui invite à la délibération collective, à la réflexion collective. Quand vous participez à un article sur Wikipédia, votre attention n'est pas en train d'être captée. C'est vous qui êtes en train de produire du contenu, de discuter avec d'autres, de réfléchir à toutes sortes de choses.
de délibérer aussi collectivement. C'est ce qu'il appelle en fait les technologies de l'esprit. Hein. Ce sont des technologies qui permettent justement des activités spirituelles et qui ne court-circuitent pas les attentions des individus. Et donc, il y en a d'autres de ce type-là qui permettent d'analyser des images et de discuter collectivement sur les images. On peut aussi penser à des plateformes collaboratives pour recommander des contenus, où il s'agit de faire en sorte que les citoyens évaluent les contenus qu'ils voient et qu'ils fassent des recommandations afin que les autres puissent avoir des recommandations basées sur des jugements humains, si vous voulez, et non pas sur des calculs statistiques. Il y a toutes sortes de technologies qui je pourrais peut-être y revenir, qui s'appuient justement sur les facultés d'interprétation, de réflexion, de délibération des individus et non pas sur le court-circuit de leurs prétentions ou sur l'exploitation de leurs attentions. Donc le problème, ce ne sont jamais les technologies numériques en tant que telles, mais ce sont la manière, les effets qu'elles ont, disons, sur nos capacités psychiques, mentales, réflexives, interprétatives. Et peut-être que je vais m'arrêter là parce que, voilà, donc le résumé de l'intervention, prendre soin des esprits, c'est surtout et avant tout prendre soin des milieux techniques et symboliques. Voilà, bon, Merci. Finalement de l'évolution technologique ou dans le cadre de Phèdre de l'écriture, finalement, si on n'avait pas tout ça, on resterait dans notre milieu, avec le savoir de notre milieu, et finalement, on ne pourrait pas vraiment évoluer dans notre savoir. Et je ne comprends pas du tout pourquoi c'est aussi... il y a le savoir d'un côté, et il y a Internet, et tout ce qu'il y a sur Internet de l'autre. Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est précisément pas l'enjeu, en fait. Vous avez raison. C'est précisément l'enjeu de ne pas tomber dans ce travers-là, en fait, dans le travers que vous pointez. L'idée, justement, c'est quand on parle d'une position pharmacologique, c'est justement de dire que c'est toujours ambivalent, en fait. Donc, Internet n'est pas du tout mauvais en soi. Au contraire, ça permet la circulation massive des savoirs, ça permet d'accéder à des savoirs qu'on n'aurait jamais pu avoir auparavant. Mais si vous voulez, la distinction qui est importante, c'est de comprendre en quelque sorte quand le savoir est pratiqué par des vivants, d'une certaine manière, ou bien quand il est déposé dans des supports techniques, qui sont des supports morts, d'une certaine manière. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas se reposer sur des savoirs qui sont figés, en fait, et qui ne peuvent plus évoluer, justement. Et par exemple, Wikipédia, ce qui est formidable avec cet outil, c'est que c'est un savoir qui est en constante évolution. Parce qu'il y a des vivants, justement, qui le produisent, qui contribuent, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de dire que Internet ou l'écriture serait mauvais en soi et qu'il faudrait l'abandonner. Ça, justement, ce serait traduire le pharmacone par poison. Mais précisément, il ne faut pas le traduire par poison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut toujours devenir un remède. Et il faut se demander à quelles conditions ça peut devenir un remède. En fait, il n'y a pas d'essence, si vous voulez, il n'y a pas de substance. On ne peut pas dire telle technologie est bonne ou telle technologie est mauvaise. Mais on se demande toujours à quelles conditions le savoir qui est déposé dans cette technologie, dans ce support, peut redevenir vivant, peut évoluer, comme vous le disiez, peut se diversifier, peut circuler. Vous voyez? Donc, voilà. Mais merci pour la question, en fait, c'est essentiel, ce point. Justement, comment est-ce qu'on prend soin des écrans? Concrètement, comment on fait en sorte que ça reste un remède ou pas un poison? Alors, concrètement, en fait, c'est une question un peu compliquée parce que individuellement, ce n'est pas forcément facile. En fait, c'est une question qui a plusieurs niveaux. Donc, individuellement, il y a des choses très simples à faire. Par exemple, utiliser des logiciels qui ne sont pas fondés sur l'économie de l'attention, par exemple, de manière toute bête. Et il en existe beaucoup, typiquement... Une association comme Framasoft a développé plein de choses que tu connais sans doute mieux que moi, plein d'outils qui ne sont pas fondés sur ces principes, donc qui ne sont pas fondés sur les technologies persuasives, là, sur ce que je vous montrais tout à l'heure, ce livre, et qui donc en fait sont des technologies qui permettent de faire toutes sortes de choses, de collaborer, de délibérer, de mémoriser, etc., sans pour autant être fondées sur le principe de la publicité et donc sur la captation des attentions. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'individuellement on peut faire. Après, ça pose des questions un peu plus à un niveau un peu différent, qui est un niveau plutôt politique ou collectif, qui est de savoir en fait qui conçoit ces technologies, qui les développe
et pourquoi faire, dans quel but en fait. Et le problème, c'est que des technologies persuasives comme, par exemple, dont les principes sont décrits dans ce livre, eh bien, le problème, c'est que la plupart des entreprises de la Silicon Valley, en fait, sont fondées sur des recherches très spécifiques sur les sciences comportementales, sur la psychologie comportementale, qui permettent de comprendre très bien le fonctionnement du cerveau des individus et de designer, entre guillemets, ou de concevoir des fonctionnalités techniques qui jouent sur ces mécanismes, entre guillemets, cérébraux ou cognitifs. Et donc là, il s'agit d'avoir... et ça, en fait, c'est un écosystème, voilà, disons, universitaire, industriel, etc., qui est quand même dominant aujourd'hui. Et donc, il y a une question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on ne peut pas, justement, concevoir et développer des technologies sur une autre base, en fait, sur un paradigme épistémologique complètement différent, qui est de se dire que les technologies, ce ne sont pas, justement, comme c'est écrit ici, des moyens de changer ce que les gens pensent et ce que les gens font, mais ce sont simplement des supports de savoir collectifs, de partage de savoir et qui doivent devenir, en fait, voilà, des supports contributifs, collaboratifs, etc. Et ça, il y a beaucoup de projets aussi qui se développent en ce sens. Simplement, ils sont minoritaires et souvent, on ne les voit pas et puis ils ont beaucoup de mal à trouver des financements. Mais par exemple, ce dont je vous parlais juste à l'instant, une association qui s'appelle Tournesol et qui essaye de développer une plateforme collaborative pour la recommandation contributive de contenu. Donc l'idée, c'est tout simplement ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer un algorithme que vous pouvez, et vous pouvez en fait utiliser cet outil sur YouTube, par exemple. Et là, au lieu d'avoir les suggestions automatiques qui sont produites par l'algorithme de YouTube, vous allez avoir des suggestions qui sont basées sur la recommandation humaine d'un certain nombre de personnes qui ont fait l'effort ou qui ont pris le plaisir d'évaluer un certain nombre de vidéos et puis de dire, voilà, alors ce qui pose d'autres problèmes, des problèmes d'organisation, de délibération collective, qui recommande quoi, etc. Mais on rentre dans une logique tout à fait différente où en fait il y a du jugement humain, il y a de l'évaluation humaine à l'intérieur même du fonctionnement des technologies, en fait. Ce n'est pas seulement du calcul statistique, et puis ce n'est pas seulement des technologies qui sont faites pour capter l'attention ou pour, disons, déclencher des réflexes mentaux ou cognitifs, mais c'est des technologies qui impliquent des facultés d'interprétation, d'évaluation, de jugement. Donc, c'est comment dire, oui, un changement de paradigme dans le rapport de l'humain à la technique, en fait, je pense, qui est en jeu là derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement, mais... Oui. Oui. Par rapport à l'exemple, de Tournesol que vous avez pris sur le rapport à la technique, est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner de manière globale, entre guillemets, parce qu'un des problèmes de ce genre de plateforme, c'est que ça marche très bien quand il s'agit de vulgarisation scientifique, par exemple, mais quand il va s'agir de divertissement pur, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller mettre en place ce genre de système parce que les gens vont pas forcément avoir envie d'aller prendre le temps de recommander ou d'aller se prendre la tête d'avoir le contenu le plus pertinent. Et du coup, ça va être d'autres fonctionnements humains qui vont être mis en avant, notamment le fait de pouvoir mettre son cerveau encore en off. Et du coup, c'est encore des gros freins. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça pour essayer de faire face à l'économie de l'attention? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, quand vous disiez mettre son cerveau un petit peu en off, en fait, c'est exactement sur cette dimension-là que se basent aussi ces technologies persuasives, c'est-à-dire sur la tendance un petit peu à se laisser aller, à se divertir et tout ça. En soi, si vous voulez... on ne peut pas donner de réponse a priori, on ne peut pas savoir ce que vont faire les individus de toute façon. Mais par contre, on peut penser que d'un point de vue politique ou d'un point de vue, disons, collectif, ce serait utile de développer ce genre de technologie dans une situation où en fait on est en permanence en train de nous dire que les individus sont crédules, qu'ils croient tout ce qu'on leur raconte, etc. Alors qu'en fait, les réseaux sociaux dominants sont des réseaux sociaux qui fonctionnent sur la base de l'économie de l'attention, donc sur la mise en circulation des informations les plus sensationnelles, les plus choquantes, les plus violentes parfois, sans aucun égard pour la véracité, entre guillemets, ou même pour la pertinence des informations qui circulent. Donc du coup, on fait porter aux individus une sorte de faute, comme s'ils étaient crédules. Alors,
peut-être, hein, moi je n'ai pas d'avis sur la question, mais alors même que les dispositifs fonctionnent selon cette logique-là. Donc voilà, je pense, vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas présupposer que des technologies collaboratives ou contributives pourront tout de suite passer à l'échelle et toucher la majorité de la population, parce qu'on a aussi besoin de se divertir, de se changer les idées, de regarder des contenus bêtes et tout ça, c'est pas, voilà, évidemment. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus présupposer que les individus ont envie de ça, quoi. Et surtout, on ne peut pas à la fois présupposer que les individus ont envie de devenir bêtes et puis en même temps leur reprocher d'être crédules envers tous les contenus qu'ils voient, quoi. Il y a une espèce de contradiction. Donc voilà, moi je pense que vous avez tout à fait raison et qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait que des technologies comme ça non plus, mais que néanmoins il y a une forte nécessité à en développer aujourd'hui dans un contexte où la question des fausses informations est devenue une question politique majeure et qu'on croit souvent pouvoir régler en faisant simplement, disons, de l'éducation préventive, ce qui est nécessaire, mais ce qui n'est peut-être pas non plus complètement suffisant. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Mais la vraie réponse, c'est que je n'ai pas de réponse, en fait. Mais, oui. Dans la majorité des technologies que vous décrivez comme n'étant pas de l'économie de l'attention, j'ai l'impression que du coup, il y a beaucoup moins de place de l'algorithme, de la prédiction et de l'algorithmique, etc. Du coup, est-ce qu'il y aura un moyen de concilier des technologies, on va dire, de remède avec des choses comme l'intelligence artificielle? Si, je pense complètement. En fait, complètement. Bah, par exemple, là, quand je vous parlais, en fait, je prenais cet exemple de tournesol parce que je l'ai découvert récemment, donc c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais en réalité, je pense qu'il y en a plein d'autres, et puis moi, je ne suis pas du tout une experte dans ce domaine, mais par exemple, dans ce cas-là, il y a évidemment des algorithmes derrière. C'est une sorte d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, le porteur de l'association disait que c'est pas si facile que ça à développer finalement. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à passer à l'échelle, entre guillemets, comme on dit. Mais évidemment, il y a des algorithmes derrière, il y a des calculs, et il y a donc ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, même si ça ne veut pas dire grand-chose ce mot, mais en tout cas, il y a ces technologies derrière, tout à fait. Simplement, si vous voulez, à l'intérieur même de ces technologies, il y a une place, quelque part, pour du jugement humain, pour de l'évaluation, pour de la signification, pour de l'interprétation. Ce qui, dans la plupart des cas, dans les technologies de ciblage publicitaire ou de recommandation automatique de contenu, est complètement éliminé. C'est-à-dire que c'est juste des calculs statistiques sur des quantités massives de données. Et donc, ça vous donne toujours, en termes de résultats, ce qui est le plus probable, si vous voulez. Mais le problème, c'est que ce qui est le plus probable, parfois, c'est pas du tout ce qui est le plus intéressant, parfois, c'est pas du tout ce qui est le plus vrai, parfois, c'est pas du tout... C'est juste une sorte de... Voilà, c'est du pur calcul statistique, quoi. Donc l'enjeu, en fait, c'est justement... Et même Wikipédia, par exemple, il y a toutes sortes de technologies derrière que moi, je connais pas, mais... alors, c'est pas des technologies de machine learning ou de deep learning, ça, c'est sûr, mais c'est quand même, ça reste quand même des algorithmes, ça reste quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux, je pense pas du tout, mais simplement, je pense qu'il y a la question de dire comment faire place à de l'évaluation humaine, à de l'interprétation humaine dans ces systèmes algorithmiques. Voilà, je dirais ça. Quelle serait la place des dérives de type effet bulle, etc., dans ce type de logiciel? Parce que du coup, le fait d'avoir des algorithmes qui nous rebouclent toujours sur des gens qui partagent les mêmes avec nous, etc. Bah, je pense, alors c'est une très très bonne question en fait, je me pose aussi cette question, mais alors, d'une certaine manière, on pourrait retrouver cet effet d'enfermement là, de chambre d'écho ou de bulle de filtre. Mais en même temps, je pense que la différence, ce serait qu'il y aurait une possibilité, si vous voulez, d'identifier, plus ou moins, la source de la recommandation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je peux être sur une plateforme, je donne un exemple qui n'existe peut-être pas, hein, mais, et si vous voulez, je peux choisir en fonction de quel groupe de contributeurs je veux qu'on me recommande du contenu. Donc ça veut dire que et en fait ces groupes sont identifiés nécessairement. Donc par exemple je peux choisir que tel groupe politique, de voir les recommandations de tel groupe politique, de voir des recommandations de tel autre, etc. etc. Et d'une certaine manière ça change beaucoup de choses parce que si vous voulez, ça c'est quelque chose, quand vous lisez les informations par exemple, dans un journal, bah, vous savez toujours plus ou moins
que ce journal est de tel bord politique, que celui-ci défend telles idées, que l'autre défend tel autre type d'idées. Mais le fait de pouvoir identifier la source, en fait, ça vous permet de ne pas prendre l'information que vous recevez comme étant absolue, comme étant la meilleure, comme étant celle que vous-même aviez attendue. Non, c'est pas ça. C'est simplement, il y a un groupe de pairs qui a certifié un certain nombre de savoirs et vous vous intéressez à ce groupe-là, à ce type de savoir-là. Et d'une certaine manière, je pense, il y a une attitude plus réflexive et potentiellement plus critique par rapport au contenu que vous recevez, même si, après, vous choisissez délibérément, évidemment, de voir des contenus qui vous intéressent. Ça, c'est vrai que ça ne va pas changer. Mais néanmoins, vous pourriez aussi aller voir, quels sont les contenus qui sont recommandés par un tel et un tel, vous voyez? Alors que là, en fait, il y a une seule source qui, en plus, est invisible. Vous ne pouvez pas avoir accès aux algorithmes qui vous recommandent le contenu et que tout le monde utilise. Donc, c'est quand même problématique. Donc, voilà, je pense que ce serait ça la différence. Peut-être passer en visibilité, ce qui aujourd'hui est tenu invisible, et puis augmenter la diversité aussi. Voilà. Pour revenir sur le fait de changer de paradigme de construction d'algorithmes et de logiciels, est-ce que vous pensez que ce serait réaliste de voir des actions politiques, de voir des lois, en fait, que ce soit au niveau français, européen, mondial, comme par exemple on a pu voir avec le RGPD, de dire on va protéger les données de toute l'Europe de cette manière-là? Parce que là on pourrait dire, même si là ça paraît si loin, étant donné l'hégémonie de Google, YouTube, tout ça, de dire là en fait on va obliger un certain fonctionnement, on va interdire un fonctionnement qu'on critique aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ce serait réaliste à voir? Alors, en tout cas, nous, c'est une des recommandations qu'on a faites dans le rapport sur l'économie de l'attention, là, que vous pouvez consulter en ligne. Hein. On a fait des recommandations, en fait, à la fois au niveau éducatif, au niveau technologique et au niveau juridique, en disant, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau juridique. Avant de préciser peut-être un peu ce point, je voulais juste dire que récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 2 textes qui ont été votés au niveau de l'Europe. Donc, c'est voté maintenant. Ça a eu lieu en 2022, qui s'appelle le Digital Services Act et le Digital Market Act. Je sais pas, alors en français, ça veut dire juste la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques, tout simplement. Et l'Europe a pris position justement pour réguler les activités, alors les marchés et les services, donc c'est 2 choses différentes, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'aurais peur de dire des bêtises, mais le point important, c'est que l'Europe a pris position pour réguler justement la position monopolistique des GAFAM et mettre un certain nombre de réglementations et d'obligations, alors notamment sur la question de la diffusion des fausses informations, des contenus problématiques et tout ça. Et il y a un rapport d'une organisation qui a montré aussi que alors l'organisation, c'est le Center for... Attendez, pardon, parce que le Center for je ne me souviens plus du nom de l'organisation, mais je peux vous retrouver ça rapidement. C'est Center for Digital Hate, mais je crois qu'il me manque un des termes. En tout cas, c'est une organisation qui travaille à Washington sur la question de la haine en ligne et qui, en fait, a documenté, par exemple, le fait qu'il y a 10 acteurs qui sont responsables de 69% du contenu climato-sceptique qui circule sur Facebook et que ces 10 acteurs sont essentiellement financés par les publicités Google, par Google Ads et par Facebook, par les publicités Facebook. Donc, si vous voulez, ça c'est et donc il n'y a pas eu forcément de principe législatif qui a découlé de ce constat, mais c'est des constats qui commencent quand même à prendre un certain poids dans l'opinion publique, dans le débat public, et les réglementations européennes aujourd'hui dont je vous parlais tout à l'heure, elles étaient complètement inanticipables il y a, je sais pas, il y a 10 ans. Donc en fait, il y a quand même des choses qui évoluent. Maintenant, vous avez raison de dire que c'est des puissances telles et qu'elles sont tellement disruptives d'une certaine manière qu'elles ont toujours un temps d'avance et qu'elles se déploient à des échelles tellement immenses que c'est extrêmement difficile en fait de légiférer et de réguler et qu'on a l'impression d'avoir toujours un temps de retard. Mais néanmoins, je crois que leurs effets commencent quand même à être reconnus comme étant problématiques pour beaucoup d'institutions et donc voilà. Donc, est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas, mais je pense que c'est rationnel en tout cas de penser que ça pourrait changer. Ouais. Alors j'avais une question là-bas. Oui. Moi j'avais une question sur la tête du scrolling infini, donc la gratification et la dopamine notamment que ça crée. Alors, ma question c'est, est-ce que vous pensez que ça peut être une des causes
Oui. Alors, c'est une très bonne question. Alors, comme moi, c'est pas mon domaine de recherche empirique, je veux dire, je ne pourrais pas vous donner une réponse scientifique sur la question, mais par contre, je peux vous renvoyer vers plusieurs études. Alors déjà, dans le rapport sur l'économie de l'attention, comme vous le verrez, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, hein, les effets des écrans, en particulier sur les jeunes générations. Et puis, simplement pour information, donc je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en 2021, il y a ce qu'on appelle les Facebook Files qui ont été révélés. Donc, c'est des dossiers, si vous voulez, qui appartenaient à Facebook, des études qui étaient faites par Facebook, qui ont été révélées par une ancienne employée de Facebook qui s'appelle Frances Haugen. Dans ces dossiers, il y en a un qui a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait, c'était une étude qui montrait que Instagram, donc le réseau social Instagram, nuisait, pour le dire de manière un petit peu euphémisante, à l'image de soi des adolescentes. Donc en fait, c'était une étude qui montrait que en fait, la manière dont les adolescentes se rapportent à leur corps, à elles-mêmes, à leurs identités, est complètement transformée par ces réseaux sociaux et peut avoir des effets très problématiques. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont démontré effectivement des liens entre, par exemple, l'utilisation de Facebook et la dépression. Ça existe. Maintenant, encore une fois, c'est des études qui montrent des corrélations. Est-ce que c'est des causalités? Il faut s'interroger. Mais je pense néanmoins que c'est légitime de se poser ce genre de questions parce qu'on peut pas, enfin voilà, on peut difficilement imaginer que ça n'ait pas d'effet quand c'est déployé à une telle ampleur et à une telle vitesse. Voilà, c'est quand même extrêmement dangereux, sans parler de toute la. Alors, il y a aussi un autre article qui était dans mes slides, mais dont je n'ai pas parlé, qui est assez intéressant sur ces questions, qui montre en fait que parce que si vous voulez, la fonctionnalité technique qui est derrière tout ça, qui pose un peu problème, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, c'est la question de la quantification des vues, si vous voulez. C'est le fait que ces réseaux sont tous basés, aussi divers soient-ils, hein, ils sont tous basés sur le fait que vous avez un profil individuel et que vous pouvez quantifier plus ou moins les vues, les likes, les clics, les followers, etc. Et en fait, ce que montre ce chercheur qui s'appelle Geoff Schulenberger, qui est un chercheur américain, qui a écrit un article qui s'appelle Human Sacrifice and Digital Business Model. Bon, je n'ai pas la traduction, mais vous trouverez dans mes slides. En fait, il dit, bon, le problème de ces fonctionnements, c'est qu'en fait, vous voyez certaines personnes qui ont énormément de vues, qui ont énormément de succès, et comme vous utilisez la même plateforme, en fait, vous croyez que vous allez pouvoir en avoir autant, sauf que ce n'est pas le cas. Et donc, ça crée de la frustration et de la déception. Et ça peut être très dangereux parce que les individus ont tendance, du coup, lui, c'est sa thèse en tout cas, ils ont tendance à s'identifier à une personnalité ou à une cause, qui peut être bonne ou mauvaise, après ça on peut en discuter, qui a énormément de succès, pour d'une certaine manière compenser le succès qu'ils n'auraient pas. Et en fait, il dit que ça crée des groupes qui sont fondés sur des effets de mimétisme, en fait. Et donc, il y a une sorte de, si vous voulez, ce n'est pas des groupes d'intérêt ou de projets communs, c'est des groupes de frustration commune, d'une certaine manière. Et donc, la concurrence qui était mise entre les individus, finalement, se retrouve dans le groupe parce que le groupe va s'opposer à un tel ou une telle, va choisir un ennemi, vous voyez. Donc en fait, selon ce chercheur, hein, et encore une fois, on peut discuter sa thèse, hein, moi je sais pas, mais je trouve ça intéressant comme idée, ces fonctionnalités techniques génèrent des dynamiques sociales problématiques, vous voyez. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il a documenté aussi le fait que Peter Thiel, qui est un des premiers investisseurs dans Facebook, un homme d'affaires qui est un entrepreneur américain, et qui a été par ailleurs conseiller de Donald Trump, avait investi dans Facebook parce qu'il avait en tête la théorie d'un anthropologue qui s'appelle René Girard sur le désir mimétique et la violence mimétique. Donc c'est une théorie, si vous voulez, qui documente le fait que le désir mimétique, c'est l'idée que vous allez toujours désirer ce que votre voisin a. Bon, en fait, je ne pense pas du tout que le désir humain fonctionne de cette manière-là, mais peu importe. Mais en tout cas, si vous voulez, ce sont les théories un petit peu de dynamique sociale mimétique qui sont quand même au fondement de ces technologies. Donc, il y a toutes sortes d'usages différents qui peuvent en être faits, ça c'est une évidence, mais il y a derrière ces fonctionnalités techniques aussi
des espèces de principes qui vont conditionner aussi les relations sociales et aussi évidemment du coup les vies psychiques, quoi. Donc voilà. On va devoir s'arrêter, mais avant, juste une précision. Donc, dans ton titre, tu utilises penser avec un A, avec un oui. E. Pour les étudiantes et les étudiants qui ne seraient pas familiers de tes travaux et des travaux de Bernard Stiegler, est-ce que tu peux juste préciser que ce n'est pas une coquille? Ah oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Oui, en fait, j'aurais pu l'écrire d'une manière ou d'une autre, mais c'est un terme. Enfin, en fait, c'est un terme que Stiegler a développé en faisant une analogie entre la pensée, le fait de penser, et donc avec un E, le fait de réfléchir, d'imaginer, etc. Et puis de conceptualiser aussi. Et puis la pensée avec un A, donc l'activité du soin, le pansement, quoi. Et l'idée, c'est de dire un petit peu, pour l'appliquer, disons, aux nouvelles technologies, l'idée c'est de dire que si on veut prendre soin justement de ces nouvelles technologies et donc prendre soin de ceux qui les utilisent, il faut les penser avec un E, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu comment elles fonctionnent, puis il faut comprendre un petit peu les théories à la fois politiques, anthropologiques, économiques qui sont derrière, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.